Imaginons un instant essayer de mesurer la valeur mathématique exacte d'un coup de foudre. C'est un concept plutôt audacieux, ouais. Carrément. Ou bien imaginons survivre à un blizzard mortel en territoire ennemi, simplement en s'enduisant le corps de graisse de porc. Ah, ça c'est très spécifique. Mais c'est réel. À première vue, on pourrait croire à des anecdotes absurdes ou à des défis de survie modernes un peu bizarres, mais en fait, ce sont des clés de lecture laissées par des esprits d'il y a plusieurs siècles. Exactement. Aujourd'hui, notre plongée approfondie s'attaque à un monument absolu de la pensée, le recueil d'essais Pourquoi lire les classiques d'Italo Calvino. Et je précise tout de suite, l'objectif ici, c'est absolument pas de recréer l'ambiance poussiéreuse d'une salle de classe. Non, surtout pas. Pas de prof qui disserte sur des textes figés dans le marbre pendant des heures. Voilà. L'idée, c'est de comprendre que ces œuvres anciennes, d'Homère à Stendhal, c'est pas des antiquités sous cloche. Ce sont de véritables guides de survie psychologique. Des manuels qui décortiquent nos propres perceptions de la réalité, en fait. C'est une distinction qui est vraiment cruciale pour démarrer. On a souvent le réflexe de considérer un classique comme un fardeau culturel, genre une sorte de devoir moral intimidant qu'on doit cocher sur une liste. La fameuse liste des livres à lire avant de mourir, quoi. C'est ça. Et Calvino, lui, il brise totalement cette vitrine. Il propose une approche super analytique où ses œuvres deviennent des outils pratiques pour décoder notre quotidien. D'ailleurs, sa propre définition du concept donne le ton, je trouve. Ah oui, elle est géniale. Selon lui, un classique, c'est jamais un livre que l'on est en train de lire, mais un livre que l'on relit. Toujours dans la relecture. Ouais. Ou alors, pour être tout à fait honnête sur nos comportements sociaux, un livre que l'on prétend relire par hypocrisie. Pour pas avouer qu'on l'a jamais ouvert, en fait. Exactement. Et il ajoute une idée vraiment brillante. Une telle œuvre relègue l'actualité, le présent, au rang de simple bruit de fond. Mais paradoxalement, ce classique ne peut pas exister, il ne peut pas résonner sans ce fameux bruit de fond. Bon, décortiquons un peu tout ça si tu veux bien. Si je comprends bien l'argument de Calvino, la première lecture, surtout quand on est jeune, ce serait presque un brouillon, non? C'est un peu l'idée, oui. Parce qu'il affirme que les lectures de jeunesse sont souvent peu profitables à cause de notre inexpérience du monde. Et notre impatience aussi. Ouais, l'impatience se joue beaucoup. Mais du coup, si notre cerveau d'adolescent n'est pas équipé pour saisir toute la subtilité d'un texte, pourquoi s'acharner à l'imposer si tôt? C'est pas une perte de temps au final. On pourrait le penser au premier abord. Mais la mécanique psychologique à l'œuvre est hyper différente en fait. La jeunesse n'a certes pas l'expérience empirique pour tout décoder, c'est vrai. Elle manque de vécu, quoi. Voilà. Mais elle possède une plasticité unique. L'esprit jeune agit comme un réceptacle brut. Ses premières lectures, même si tous les détails de l'intrigue s'évaporent de la mémoire consciente, elles agissent en arrière-plan. C'est comme un programme qui tourne en tâche de fond. Exactement. Elles créent un moule. Elles installent en quelque sorte le système d'exploitation de notre esprit. C'est à ce moment-là que se forgent nos futurs paradigmes de beauté, nos échelles de valeur morale, tout ça. Nos schémas pour catégoriser le monde, en somme. Tout à fait. Donc, lorsque la relecture intervient à l'âge adulte, l'individu ne découvre pas seulement un vieux livre. Il redécouvre les mécanismes internes invisibles qui l'ont secrètement façonné pendant des décennies. L'acte de lire devient presque un acte de spéléologie intime. C'est magnifique. C'est une très belle façon de le formuler, ouais. Et ce concept d'une empreinte invisible laissée dans notre esprit, ça pose inévitablement la question de la mémoire, de la façon dont on construit notre propre récit intérieur. La mémoire est centrale chez Calvino. Oui, et pour aborder cette mécanique du souvenir, il nous ramène à l'œuvre fondatrice par excellence, l'Odyssée d'Homère. Un classique incontournable. Souvent, on résume cette épopée à un catalogue de monstres, genre des cyclopes, des tempêtes, la colère des dieux. Mais l'enjeu central semble être tout autre, non? Absolument. La menace physique dans l'Odyssée n'est qu'une façade. Le vrai sujet, c'est un traité sur la préservation de l'identité face à l'effacement. Face à l'effacement, c'est-à-dire... Eh bien, le récit précède constamment l'action. Prends le début du texte, la télémachie. Télémaque, le fils d'Ulysse, il part à la recherche d'une histoire qui n'existe pas encore. Il cherche le scénario du destin de son père. Comme un film dont les personnages chercheraient le script avant qu'il soit écrit. Exactement. Et un peu plus loin, t'as Ménélas qui capture Protée, le fameux dieu marin qui change de forme tout le temps. Il le force physiquement à lui raconter l'avenir. Donc on cherche constamment à fixer un récit. C'est ça. Quant à Ulysse lui-même, c'est un architecte de la fiction. Il invente le cheval de Troie, il se rebaptise
personne pour tromper le cyclope, il tisse des mensonges super élaborés à longueur de temps. Mais son plus grand combat, au final, c'est quoi? C'est pas d'éviter d'être tué, c'est d'éviter d'oublier son retour. Waouh, c'est une nuance incroyable. Et quand on y repense, c'est vrai que les véritables antagonistes d'Ulysse s'attaquent tous à son cerveau, pas à son corps. Ouais, tous sans exception. Les lotophages, par exemple, ils offrent des fruits qui effacent le passé. La chanson des sirènes, elle paralyse la volonté de repartir. Et les potions de Circé, elles transforment les hommes en animaux dociles. Les animaux totalement dénués de conscience humaine, ouais. La menace absolue, c'est l'amnésie. C'est très similaire d'une certaine manière à un épuisement professionnel moderne, genre un burn-out où quelqu'un oublierait complètement pourquoi il a choisi sa carrière ou quelles étaient ses valeurs fondamentales au départ. C'est une excellente comparaison. Perdre son retour, c'est perdre son identité. Mais au-delà de la mémoire individuelle, il y a cette idée fascinante que le récit littéraire peut carrément précéder et dicter la réalité physique. Ah, la fiction avant le réel, oui. Calvino mentionne les livres de chevalerie ou Dante, par exemple. Comment un simple livre peut-il agir avant même l'action concrète ? C'est le principe du modèle comportemental. Avant que les chevaliers n'adoptent un certain code d'honneur dans le monde réel, des œuvres comme Amadis de Gaulle ou Tyran le Blanc avaient déjà rédigé le manuel. Le manuel de ce que devait être un héros. Voilà, le livre fournit littéralement le script de la réalité. Et l'exemple le plus clinique, on le trouve dans la Divine Comédie de Dante. Avec l'épisode de Paolo et Francesca, c'est ça ? Exactement, cet épisode tragique. Ces deux personnages tombent amoureux et transgressent les interdits, pas par une impulsion spontanée, mais parce qu'ils sont en train de lire ensemble l'histoire d'amour de Lancelot et Guenièvre. Le livre agit comme un entrempteur, en fait, un vrai catalyseur psychologique. C'est fascinant. Sans le texte pour leur donner la permission et la forme de leur propre désir, le fameux baiser n'aurait jamais eu lieu. Ce qui nous amène à une conclusion assez forte, du coup. Oui, la mémoire humaine ne fonctionne que si elle lie indissociablement l'empreinte du passé et le projet du futur. Ulysse doit se souvenir de son avenir arrivé à Ithaque pour exister au présent. Donc Ulysse passe son temps à chercher un point fixe, une identité solide, pour ne pas se dissoudre dans l'oubli. C'est son ancrage. Mais d'autres auteurs étudiés par Calvino prennent le chemin inverse. Ils nous plongent dans un univers où absolument rien ne tient en place. Les frontières s'effondrent totalement. Et c'est particulièrement frappant chez Ovide, dans les Métamorphoses. Chez Ovide, on entre dans un tout autre espace. Calvino définit ça comme la poétique de la contiguïté universelle. La contiguïté universelle. Pas mal comme terme. Ouais. En gros, il n'y a pas d'hiérarchie stricte, ni de vide entre les éléments de l'univers. Les frontières biologiques qu'on connaît, elles n'existent tout simplement pas. T'as un exemple en tête ? Prends une nymphe terrifiée comme Daphné. Elle voit littéralement ses doigts se transformer en feuilles et ses jambes en écorce de laurier pour échapper à Apollon. L'univers d'Ovide, c'est une pâte unique. Une substance hyper fluide en perpétuelle mutation. Exactement. Le minéral, le végétal, l'animal et le divin sont faits exactement de la même matière. Tout communique avec tout, sans aucune barrière. C'est un peu comme observer un phénomène naturel en accéléré, tu vois, où une forme fond continuellement dans une autre. C'est un superflu visuel. Mais si l'on avance dans le temps jusqu'à la Renaissance avec Roland Furieux de l'Arioste, ce mouvement fluide se transforme en une véritable frénésie. Ah, la frénésie de l'Arioste, oui. Calvino parle d'un mouvement en zigzag. C'est une œuvre qui refuse obstinément la ligne droite, quoi. Elle va dans tous les sens. Et l'image qui illustre le mieux cette mécanique, je trouve, c'est le fameux château des illusions du mage Atlante. Le fameux château, un vrai labyrinthe. Tous les grands chevaliers du monde s'y retrouvent piégés. Mais le truc fou, c'est qu'il n'y a pas de barreaux. Ils sont prisonniers de leur propre psychologie. Ils courent indéfiniment dans les couloirs à la poursuite d'un objet magique volé. Ou d'un cheval perdu. Ou d'un visage aimé qui disparaît au détour d'un couloir, ouais. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle aujourd'hui l'adaptation hédonique. Cette tendance humaine à toujours courir après un désir insatiable qui s'évapore dès qu'on s'en approche. La comparaison est vraiment pertinente. L'Arioste cartographie l'illusion du désir humain, un labyrinthe où l'action tourne à vide en permanence. Et cette obsession de la vitesse, de cette course folle, elle trouve son apogée satirique chez Voltaire, dans Candide, non ? Oui, mais ici, la vitesse a une fonction philosophique très différente. Voltaire impose un rythme presque cinématographique, d'une rapidité qui devient complètement absurde. Ces personnages n'ont jamais une minute de répit. Jamais. Ils subissent des naufrages, la guerre de 7 ans, le tremblement de terre de Lisbonne, les tortures de l'Inquisition.
Tout s'enchaîne sans le moindre temps mort. C'est épuisant, rien que d'y penser. Calvino compare d'ailleurs ce rythme au dessin géométrique et étiré du peintre Paul Klee. Mais la vraie question c'est, pourquoi accélérer ainsi la tragédie ? Justement, lire Candide, c'est comme regarder un vieux film muet burlesque où les catastrophes s'empilent. Mais pourquoi utiliser cette mécanique du cinéma comique pour parler de massacres et de séismes meurtriers? C'est quoi le but? Parce que la vitesse, en fait, elle dépouille l'horreur de son poids métaphysique. En accélérant la souffrance à ce point-là, Voltaire démontre l'absurdité totale du monde. Il nous montre que chercher du sens là-dedans, c'est vain. Exactement. Si l'univers est un chaos imprévisible, rempli de violences illogiques, essayer d'y trouver un grand dessein divin ou un sens caché, c'est une perte de temps. Là où l'Arioste laissait ses chevaliers errer dans l'illusion, Voltaire propose une vraie solution concrète du coup. Oui, sa célèbre injonction finale, il faut cultiver notre jardin, c'est pas juste un petit conseil d'horticulture du dimanche. Non, ça va bien plus loin que de planter des tomates. C'est un véritable mécanisme de défense psychologique. Face à un monde vaste, chaotique et incompréhensible, la seule façon de préserver sa santé mentale, c'est de se concentrer sur une action hyper locale. Une action laborieuse dont on maîtrise les paramètres immédiats. C'est ça, le travail manuel délimité devient une éthique de survie. Ce besoin vital de maîtriser son environnement immédiat, ça nous amène directement à une autre grande question abordée dans ces essais. La survie, oui. La vulnérabilité pure et simple du corps humain face à la nature. Avant même de songer à cultiver un jardin, il faut s'assurer de ne pas mourir de froid ou d'être tué par son environnement, quoi. La base de la pyramide des besoins. Et sur ce point précis de la fragilité humaine, Calvino met en lumière deux visions radicalement opposées. D'un côté, on a le livre 7 de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Ah, Pline l'Ancien, c'est un cas fascinant. Il dépeint une humanité d'une faiblesse presque comique, je trouve. Il affirme par exemple qu'un simple éternuement pendant un rapport sexuel peut provoquer une fausse couche. C'est très extrême comme vision. Oui, et il juge l'homme tellement inadapté, jeté tout nu sur terre, qu'il considère l'éléphant, avec ses prétendues vertus morales, comme l'animal le plus spirituellement proche de nous. L'approche de Pline, elle est vertigineuse, parce qu'elle place l'humain dans une position de soumission totale aux caprices de la fortune et à la rudesse de la biologie. Je dois avouer que je bloque un peu sur ce point en fait. Ah bon? Pourquoi? Je comprends l'idée de la fragilité, mais Pline l'Ancien n'est-il pas souvent perçu aujourd'hui comme un simple compilateur de légendes urbaines antiques? C'est une critique fréquente, oui. Son œuvre ressemble parfois à un vieux livre Guinness des records rempli de monstres ou de rumeurs absurdes. Pourquoi Calvino prend-il la peine d'élever ses curiosités un peu farfelues au même rang philosophique que l'ingéniosité militaire hyper factuelle qu'il souligne chez Xénophone avec l'anabase? Le malaise face aux inexactitudes scientifiques de Pline est totalement justifié. Mais faut analyser sa fonction dans le raisonnement global de Calvino, en fait. Pline ne rédige pas un manuel de biologie moderne. Il établit une base philosophique. Exactement, il établit une ligne de base, celle du désespoir biologique. Il montre le point zéro de la condition humaine, un état de précarité absolue. Et c'est précisément ce constat qui donne toute son ampleur à l'approche opposée, la naissance de l'efficacité technique. Et c'est là qu'intervient Xénophone. Semblable à des sauterelles. Mais il refuse la soumission. Face à la neige meurtrière, il déploie une méthode scientifique, presque. La fameuse méthode de la graisse de porc. Ouais. Ils s'enduisent le corps de graisse de porc et d'huile d'amande pour bloquer le froid. C'est l'intellect qui prend le dessus sur l'hostilité pure de la matière. C'est le triomphe absolu du pragmatisme. On attend plus qu'un dieu descende de l'Olympe pour nous sauver. On utilise les ressources locales, aussi triviales soient-elles, pour forcer la survie, quoi. C'est la naissance de l'ingénieur moderne, d'une certaine façon. Et cette éthique de la méthode, elle trouve son incarnation ultime des siècles plus tard avec le personnage de Robinson Crusoe, imaginé par Daniel Defoe. Le naufragé ultime. Voilà, un homme naufragé, totalement isolé sur une île déserte. Au lieu de sombrer dans la folie ou la panique totale, ce qui serait la réaction naturelle, franchement, il se comporte comme un comptable de la City de Londres. Il rationalise tout. Il rédige un journal avec 2 colonnes, le bien et le mal. Il dresse l'inventaire hyper maniaque de ses clous, de ses planches, de ses provisions. Cet inventaire de Crusoe, c'est fascinant parce que ça dépasse la simple organisation matérielle. C'est une véritable technologie de régulation émotionnelle. Une technologie de régulation émotionnelle, c'est-à-dire? Sur le plan cognitif, ça s'apparente aux thérapies modernes, tu vois, où l'on demande à un patient d'extérioriser ses pensées anxieuses sur le papier. Comme le journaling d'aujourd'hui, en fait. Exactement.
En transformant sa terreur existentielle en liste de matériel et de tâches quotidiennes, Robinson restaure ses fonctions exécutives. Le travail manuel patient, contre la matière brute, le calcul rigoureux, tout ça devient une vertu morale. Le travail sauve l'esprit. Chez Defoe, le rapport de force s'inverse totalement. L'homme pragmatique moderne ne subit plus la nature. Il l'évalue, il la compte et il la soumet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois qu'on a de la graisse de porc pour survivre au froid et qu'on a fait l'inventaire de nos clous pour structurer notre esprit face à la panique, c'est quoi la prochaine étape? On s'attaque à plus grand. L'humanité, une fois à l'abri, elle ressent le besoin de décoder les lois invisibles qui régissent l'univers, et sa propre âme par la même occasion. Et la quête de sens. Et dans cette quête obsessionnelle de la mesure, nos sources mettent en dialogue un trio pour le moins inattendu. Galilée, Orts et Stendhal. Un casting assez surprenant, c'est vrai. Et l'évolution de cette pensée commence par une révolution cosmique avec Galilée. Il postule que le grand livre de la nature est écrit dans un langage strictement mathématique. Des chiffres partout. Pour lui, l'alphabet de la réalité n'est pas composé de mots, mais de figures géométriques, des triangles, des cercles, des proportions. Mais la véritable rupture conceptuelle de Galilée, elle est ailleurs. C'est son rejet de l'idéalisme, non? Exactement. La philosophie classique d'Aristote voulait que les corps célestes soient des sphères parfaitement lisses et incorruptibles, l'idéal absolu. Et Galilée casse ce mythe. Il pointe sa lunette vers la Lune et démontre, avec un émerveillement palpable, qu'elle est rugueuse, montagneuse, pleine de cratères. Il prouve que la véritable noblesse de la nature réside dans son irrégularité, pas dans une abstraction mathématique parfaite. L'irrégularité comme preuve de vérité, c'est hyper puissant. Mais ensuite, Calvino introduit Giamaria Ortes, un prêtre vénitien du XVIIIe siècle. Ah, Orthès, un personnage connu pour son tempérament plutôt atrabellaire, oui. Lui, il prend cette volonté de tout mathématiser et il la pousse jusqu'à l'absurde. Il ne veut pas seulement calculer la trajectoire des astres, il veut appliquer l'algèbre au comportement humain. Tout mettre en équation. Il cherche à chiffrer les plaisirs, les douleurs, et même à calculer mathématiquement la valeur idéologique des différentes classes sociales. Franchement, on frôle la dystopie bureaucratique là. Orthès incarne le moment où la rationalité devient un système clos, en fait. Mécanique et froid, totalement incapable de saisir la complexité organique de la vie. Et c'est face à cette dérive que surgit la réponse magistrale de Stendhal, particulièrement dans son traité de l'amour. Stendhal, lui, il refuse catégoriquement ce carcan géométrique lorsqu'il s'agit d'analyser l'âme humaine. L'âme ne se met pas en équation. Pour lui, la connaissance intime, les sentiments, ça se calcule pas, c'est une poussière, une voie lactée d'émotions minuscules, nébuleuses et instables. Et pourtant, le paradoxe est assez comique, je trouve. Stendhal déteste les systèmes froids, mais pour décrire le mécanisme complexe du coup de foudre, il invente carrément des unités de bonheur. Ah oui, c'est très ironique de sa part. Il calcule qu'une femme mondaine peut offrir par exemple une promesse de 3 unités de bonheur, tandis que la femme passionnément aimée en promet 100. Il chiffre l'émotion malgré tout. Il utilise l'outil de ses adversaires pour parler de passion. Mais au-delà de ce calcul affectif, ce qui est frappant, c'est sa théorie de la cristallisation. Il explique que pour que l'amour absolu prenne racine, l'imagination a besoin de s'accrocher à un détail spécifique. Un détail souvent imparfait. Voilà. Et il prend l'exemple d'une marque de petite vérole, donc une cicatrice de variole, sur le visage de la femme aimée. Pourquoi ancrer le sommet du romantisme et de la quête de beauté sur une cicatrice médicale ? Parce que Stendhal accomplit pour la psychologie humaine exactement ce que Galilée a accompli pour l'astronomie. C'est-à-dire ? Galilée a prouvé que la vraie beauté de la Lune résidait dans ses montagnes et ses irrégularités. Il a détruit le mythe de la sphère parfaite. Et Stendhal affirme que la perfection esthétique, abstraite et sans défaut, c'est profondément ennuyeux. Ça lisse tout, ça n'a plus de saveur. Ça ne provoque aucune passion. Ce qui déclenche le vertige amoureux, c'est la singularité absolue de l'autre. C'est ce que l'on nomme le paradigme indiciaire. Le paradigme indiciaire ? Oui. La vérité profonde d'un être ne se trouve pas dans les grandes lignes générales. Elle est dans les marges, dans l'imperfection, dans le détail accidentel qui n'appartient qu'à lui seul. C'est une dynamique qu'on retrouve parfaitement aujourd'hui avec l'illusion des réseaux sociaux et des applications de rencontres, tu trouves pas ? Oh, l'analogie est très juste. On nous présente des visages filtrés, lissés, parfaitement symétriques, qui finissent par se ressembler tous. Et ça ne suscite qu'un défilement apathique sur nos écrans. L'ennui de la perfection. Encore une fois. La perfection artificielle génère de l'ennui, oui. C'est seulement lorsqu'une vulnérabilité, une singularité ou une cicatrice au sens figuré est révélée qu'une véritable connexion humaine devient possible. La vérité est vraiment dans la marge.
C'est une excellente mise en perspective moderne. Le détail marginal est la seule chose qui ancre l'abstraction dans le réel et qui permet la connaissance authentique. Ce parcours à travers ces multiples cerveaux est assez étourdissant quand on prend un peu de recul. On a commencé notre exploration avec la terreur d'Ulysse face à l'amnésie et la perte d'identité. Une grande épopée psychologique. Ensuite, on a traversé le chaos universel et la vitesse vertigineuse de l'univers chez Ovide et Voltaire. On a décortiqué les mécanismes de survie, des graisses animales de Xénophon à l'ingénierie mentale et comptable de Robinson Crusoe. Et on a terminé sur les cratères lunaires et les cicatrices. Voilà, on a finalement trouvé la clé de la beauté authentique dans les cratères de Galilée et la cicatrice tandalienne. Ces textes, si anciens soient-ils, sont de redoutables machines à structurer notre perception face à l'incertitude du monde. Des outils d'une modernité absolue. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie fondamentalement pour quiconque nous écoute aujourd'hui? Ça révèle un renversement fascinant dans notre rapport à la lecture et à la connaissance. Un renversement? Oui, lorsqu'on s'immerge dans ces œuvres denses, chargées par des siècles d'interprétation, de débats et de filtres culturels, c'est pas simplement le lecteur qui évalue le livre. La mécanique opère dans les deux sens, en fait. C'est ça. Le livre se dresse comme un miroir implacable. La réflexion primordiale pour quiconque termine cette analyse, c'est pas de savoir si ces textes méritent leur statut d'œuvre magistrale, on le sait déjà. Le statut classique est acquis. La véritable interrogation, celle qui doit continuer à résonner pour nous tous, est bien plus personnelle. Que révèlent ces mécaniques antiques sur les illusions, les peurs et les angles morts de notre propre vie contemporaine? C'est une question vertigineuse. L'enjeu final, c'est de permettre à ces voix du passé de lire et de décoder nos propres existences. Laissez les classiques vous lire, en somme.